merci d'être là pour ce premier midi de l'imaginaire de la rentrée. On accueille pour la 4e fois maintenant Nicolas Telope, qui est vraiment notre spécialiste BD de Midi l'imaginaire. Et il entame un cycle consacré à l'aventure, un récit d'aventure, avec des figures emblématiques évidemment de l'aventure, Spirou et Fantasio, avec une période, alors, parce que vous savez, que Spirou et Fantasio est un personnage qui a voyagé, qui a été réappelé par plein d'auteurs, donc par une période moi que j'adore, celle de Tom et Jean-Ry. Et donc Nicolas Telope, pour le présenter vite fait, il est essayiste, journaliste, un spécialiste de la pop culture, on peut dire. Dans la presse, il est notamment rédacteur en chef en série des Cahiers de la bande dessinée. Il est rédacteur adjoint de la 7e Obsession, un magazine consacré au cinéma. Il a participé à la Renaissance, mais il a participé à la Renaissance du magazine Métal Hurlant. Il a aussi écrit de nombreux livres sur des réalisateurs comme Richard Fleischer assez récemment, sur de la bande dessinée, Black et Mortimer, Snoopy, Astro Boy, etc., etc. Son dernier livre consacré à Kurt Vonnegut, qui est un auteur de science-fiction. Et il est aussi alors j'espère en tout cas l'heureux créateur de maison d'édition qui est assez récente et qui est consacrée, donc l'édition Musidora, et qui est consacrée à l'imaginaire au sens large et aussi à la valorisation des textes rares, de textes parfois oubliés, mais des inédits, mais des choses toujours qui sortent de l'ordinaire. Il a publié notamment celui-ci, qui était son premier, donc l'Anachronopède d'Enrique et de Gaspard, qui était le premier livre mettant en scène une machine à raconter le temps de l'histoire de la littérature, pour avant Wells et sa machine à raconter le temps. Plus récemment, il a publié ce double chef-d'œuvre, 2 livres d'une noirceur absolue d'un certain Max Roussel, des livres qui sont sortis dans les années 40, fin des années 40, après la guerre, d'un personnage complètement énigmatique et qui a publié ces textes-là d'une noirceur absolue, puis a disparu, s'est évaporé. Par la voix très mystérieux, mais c'est des textes incroyables. Et alors, son tout dernier projet, c'est cela. Et donc, la vie secrète de Savadana, ça, c'est des textes inédits. Et c'est l'idée de relancer alors ce format du fascicule et de la littérature sérielle, dont pour l'instant 5 fascicules sont 6 fascicules sont prévus. Donc une histoire comme ça, pendant qu'il mêle fantastique, fantasy et histoire, parce que c'est la figure de Saradana, et une histoire à suivre, donc de fascicule en fascicule, comme on le faisait essentiellement au 19e siècle, l'âge d'or de la littérature populaire. Donc voilà ce projet. Je vous tenais déjà un peu de temps et je laisse parler à Nicolas. Merci à tous, à tout à l'heure. Bonjour. À chaque fois que je viens ici, je commence par dire que je suis très content d'être là, puis d'être arrivé. Et très content aussi d'aborder un sujet qui me tient à cœur. Alors, on va commencer par faire comme le mot du monde, parce qu'à chaque fois, c'est un sujet qui me tient à cœur, mais j'y peux rien, j'aime beaucoup de choses. Et en l'occurrence, Spirou et Fantasio. Alors, Spirou et Fantasio, c'est pas une création de Tom et Jean-Ry, comme ça a été évoqué par Lou Collin à l'instant. C'est un personnage qui a déjà eu plusieurs vies. Il a été créé par Rob Vell et par sa femme. Il a été essentiellement animé pendant la guerre et un peu après, surtout un peu après, par J.G. Et ensuite, c'est Franquin qui lui a donné ses lettres de noblesse à partir de la fin des années 40 jusqu'aux années 60, fin 60, quelque chose comme ça. Et c'est lui qui a marqué de son empreinte la série. Et à chaque fois qu'il y a un nouvel auteur ou un nouveau duo ou combo d'auteurs qui s'attaque au personnage, c'est à l'homme de Franquin qu'on mesure la réussite ou non. Et souvent, c'est très difficile en fait de passer après le maître. Fournier, ce qui était essayé dans les 70, et c'était un peu difficile. Il y a des réussites, mais c'est assez inégal. Et au début des années 80, il y a un duo d'auteurs, donc qui s'appelle Tom et Jean-Ry. Philippe Tom, que vous voyez à droite, et Jean-Richard Giltz, le dessinateur qui s'est prénommé donc Jean-Ry avec son pseudo Jean-Richard, comme Adjel, Georges. C'est eux qui vont sans doute être les tenants du titre juste après Franquin, dans la volonté en fait, en tout cas la réussite d'incarner pleinement le personnage de Spirou, le duo qui forme avec Fantasio, dans des aventures qui vont devenir très vite intemporelles. Leur arrivée à la tête de la série, elle est assez étrange, parce que début des années 80, dans le journal de Spirou, il y a en fait 3 séries différentes, 3 incarnations différentes de Spirou qui cohabitent.
Il y a le Spirou de Nick Kovin, vous voyez en bas, qui est un Spirou très controversé. La réussite de cette reprise, qui se limite à deux albums, est très très limitée. Kovin, c'était pas du tout son truc. Kovin, c'est de l'humour, dans lequel il excelle, ou alors dans des formats un peu particuliers comme les Tuniques Bleues ou bien Samy. Mais Spirou, c'était pas son personnage, c'était pas son univers. Et du coup, on voit qu'il peine. Le deuxième Spirou qu'on voit dans les pages journal, c'est celui de Chaland, qui est absolument magnifique. Yves Chaland, c'est un génie de la bande dessinée. Une sorte de néo-ligne claire, de post-ligne claire, de nouvelle ligne claire, on pourrait dire, qui réinvente en fait les canons de la bande dessinée des années 50 pour en faire quelque chose d'absolument moderne, très ironique, très cynique aussi quelquefois, mais sans se détacher d'une part de beauté et de magie qui est liée finalement à l'émerveillement de l'enfance. Son émerveillement de son enfance à lui quand il découvrait le Spirou de Franquin. Finalement, c'est celui qui est le plus fidèle à celui de Franquin, le Spirou de Chaland, en tout cas esthétiquement parlant, même si c'est aussi le Spirou de Chaland en tant que tel. Donc, il y a Tom et Jean qui commencent par écrire des histoires courtes. C'est très très bizarre qu'on retrouve comme ça trois Spirou différents conjointement dans le journal. En fait, il s'agissait d'une sorte de combat des chefs, de rivalité, différentes instances qui dirigeaient le journal et des éditions Dupuis. Et chacun avait son champion qu'il voulait mettre en avant. Finalement, c'est Tom et Jean-Ry qui l'ont emporté. Parce qu'ils ont tapé du poing sur la table, ils ont dit mais c'est pas possible, on peut pas continuer à avoir trois Spirou comme ça qui cohabitent, les lecteurs ne peuvent pas s'y retrouver. Et de fait, les lecteurs avaient un peu laissé tomber le personnage de Spirou qui est pourtant normalement iconique, parce qu'ils comprenaient pas ce qui se passait. Et ils ont dit voilà, il faut choisir, faut trancher. Et ce choix, il s'est fait en leur faveur aussi parce que le public, il était largement favorable à celui de Tom et Jean, à l'incarnation de Tom et Jean. Ce qui est curieux parce qu'en fait, il n'avait fait que 2 histoires courtes jusque-là, et pourtant, il y a quelque chose qui a fonctionné, qu'il y a une alchimie qui s'est produite. Cette alchimie, elle est sans doute liée au fait que c'est des auteurs qui sont parvenus à s'inscrire dans leur temps pleinement et sans forcément être restés tournés vers le passé et vers une sorte de culte du fantôme de Franquin qu'il faudrait perpétrer et perpétuer et continuer à faire vivre. Non, eux, ils ont vraiment essayé de chercher une modernité et d'inscrire en fait l'univers de Spirou dans celui des années 80 pleinement. Alors comment ils en sont arrivés là, à la tête de cette série? D'abord, ils travaillaient en fait chez Tintin. Ils travaillaient notamment pour Dupas, l'auteur de Cubitus, vous connaissez sans doute le gros chien d'or. C'était les assistants de Dupas, ils travaillaient sur les décors. Ils faisaient les décors de Dupas. C'était des hommes de l'ombre, quoi, des jeunes hommes de l'ombre. Ils n'étaient pas destinés du tout, à la fin des années 70, en 79, à arriver chez Spirou. Ils travaillaient pour la concurrence. Or, c'est avéré qu'il y avait un numéro du journal Spirou qui a été consacré aux 20 ans, le 20e anniversaire de Boule et Bill. Et il y a plein d'auteurs, et notamment ceux de la concurrence, ceux de Tintin, le journal de Tintin, qui ont été invités à livrer une planche en hommage à Boule et Bill. Et évidemment, l'auteur de Cubitus, il se devait de participer à cette histoire-là. Et donc, il a écrit une histoire où Cubitus remontait Boule et Bill. Et c'est Tom et Jean-Ry, qui s'appelle pas encore Tom et Jean-Ry à ce moment-là, qui vont livrer les planches chez Dupuis. Et ils en profitent, ils disent mais vous cherchez pas quelqu'un par hasard pour faire des projets, pour faire du dessin, quelque chose de plus épanouissant, peut-être de plus de mieux reconnu en fait que le simple assistana. Et on leur dit bah ouais, si vous voulez, vous pouvez faire les pages de jeu. Et les pages de jeu, celui qui s'en occupait avant, il a laissé tomber. Donc la rubrique est libre et vous pouvez vous l'approprier. Et donc
dès la fin des années, enfin de 1980, le 13 novembre 1980, ils vont livrer ce concept assez intéressant qui s'appelle Eureka, qui se contente pas en fait d'être des jeux. Hein, c'est pas simplement des jeux comme on voit dans les journaux, des beaux croisés, des trucs comme ça. C'est une histoire à chaque fois, une sorte d'aventure qui met en scène John Peril, hein, déjà amateur de jeux de mots dans l'âme. Et sur une planche, ils réussissent à rendre hommage au grand canon du récit d'aventure et puis à faire des jeux voilà, qui vont permettre aux jeunes lecteurs de se faire travailler leur ménage. Et ça rencontre un succès très très vite. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dès le départ, on voit bien que ils ont une vingtaine d'années tous les deux, Tom et Jean-Ry, et on leur donne une tâche. Ils se contentent pas en fait de l'exécuter, ils la transcendent. Tout de suite, c'est pas seulement une page de jeu toute bête avec en collage de 3-4 jeux qui sont répartis sur la page, c'est une histoire. Une histoire, alors limitée, hein, c'est une histoire en une planche. Mais c'est une histoire quand même, avec une atmosphère, avec le souci et du détail, de s'inscrire dans une continuité. Celle ici, vous voyez, du récit d'aventure égyptologique, ce genre de choses. Et donc, c'est sans doute ce qui va permettre au rédacteur en chef du journal de dire à un moment donné, bah, si vous voulez, vous pouvez essayer de faire une aventure de Spirou. Alors pas tout de suite, hein, comme je dis tout à l'heure, une aventure de 44 pages, mais une histoire courte. Et cette histoire courte, elle intervient assez vite, hein, c'est même pas un an, presque 10 mois après leur arrivée à la rubrique de Eureka, c'est La Voix sans maître. La Voix sans maître, hein, qui, vous voyez, fait l'objet d'une couverture hein, pour le journal de Spirou, donc ils sont tout de suite mis en vedette. Je veux dire, il y a 2 ans, ils étaient encore assistants, personne ne les connaissait. Et là, maintenant, ils arrivent, ils sont mis en vedette indirectement parce que leur nom n'apparaît pas sur la couverture journal, mais c'est leur création qui apparaît. Alors, La Voix sans maître, c'est un récit intéressant parce qu'il concentre pas mal de choses qu'on va retrouver par la suite dans la série. À chaque fois, dans la série telle qu'elle est reprise par Tom et Jean-Ry, les personnages font face à un système, une incarnation du système politique ou autre, qu'il va falloir essayer de contrecarrer ou de réduire à l'impuissance. Là, en l'occurrence, c'est le système militaire. Hein. Il s'agit d'une caserne avec qui font des essais, hein, laboratoires. On voit bien un peu l'imaginaire des films d'action américains ou dans les groupes militaires, on a ce genre d'expérimentation pour créer des armes fatales, ce genre de choses. Là, ici, c'est pas du tout une arme, en tout cas, au premier chef, ça l'est pas encore. C'est un petit singe sur lequel on expérimente pour lui donner la parole. Mais c'est pas seulement la parole qui réussit à faire, c'est faire des cris qui sont cataclysmiques. Ouais, c'est pire que le mur rouchon, ça casse tout autour de soi. Et donc le petit singe réussit à s'enfuir, et où va-t-il? À Champignac, évidemment, et c'est là qu'il est récupéré par Spirou et Fantasio. Il y a dans ce côté un petit peu antimilitariste une forme d'inscription dans l'héritage de Franquin, parce que Franquin il a beaucoup travaillé aussi sur ça, dans les aventures de Spirou, du côté de Gaston Lagaffe, mais aussi et surtout du côté des idées noires, hein, pour citer ce qu'il a fait de plus récent à l'époque. Donc on est sur un territoire qui est connu en fait, hein, des lecteurs du journal Spirou. Voilà, un petit côté doucement antimilitariste où on voit des militaires qui sont caricaturés. Ça met en scène un animal. Là aussi, c'est quelque chose qui correspond au canon franquin. Parce que je ne parle pas de Marsupilami et tout ça, mais même Spip, vous voyez, et c'est toujours une sorte de lien, hein, de cohabitation entre l'humain et l'animal, dans une sorte d'utopie, vous voyez, communautaire, où l'enfant et l'animal va se reconnaître l'un l'autre et on va pouvoir créer un groupe. C'est pour ça que les héros de bande dessinée sont toujours amis avec un chien, avec un chat, avec un écureuil. Hein. Donc là, pareil, on a en vedette un singe, mais c'est quelque chose tout à fait dans la tradition de la bande dessinée franco-belge de l'époque. Et d'ailleurs, pour qu'il s'échappe, hein, on le fait passer pour un petit garçon.
il prend le bus un bus scolaire, avec les autres enfants, et puis il s'intègre totalement au groupe. C'est même lui qui a un livre et un feutre, vous voyez, très très sérieux. Euh, il y a là-dedans une dimension qu'on pourrait qualifier de méta, une sorte de commentaire. En tout cas, il y a une sorte de métaphore qu'on pourrait attribuer à Tom et Jean-Louis ici par rapport à leur démarche de reprise. Et on dit l'homme descend du singe, là Tom et Jean-Louis descendent de Franquin, en quelque sorte. Et puis on pourrait dire aussi que le singe, le singe imite l'homme, en l'occurrence là c'est Tom et Jean-Louis qui imitent Franquin. Vous voyez, c'est peut-être pas un hasard si le personnage du singe ici il est abordé comme ça, comme personnage principal de ce court récit. Et d'ailleurs à la fin, il y a un ami de Pacom, le Champignac, qui dit ouais non, de toute façon vous inquiétez pas, ce singe-là c'était une parole qui n'était pas articulée, il n'est pas intelligent, il ne le sera jamais. Et il le dit, hein, celui-ci n'est pas prêt de pouvoir raconter ou même comprendre à quoi il a échappé. Vous pouvez me croire, un vieux singe comme moi, etc. Et on s'aperçoit que si, parce que le singe, il a écrit sur la voiture merci, avec des fautes d'orthographe, certes, mais il a écrit merci. Et tout ça grâce à son premier alphabet qu'il a emporté à la suite de son expédition en bus scolaire. Et peut-être qu'on peut y voir là une sorte de métaphore de Tom et Jean-Louis qui apprennent eux aussi leur ABC, hein, qui font leur gamme en quelque sorte, qui essaient d'être à la hauteur des modèles du passé, tout en finalement trouvant leur propre voie. Parce que le titre du récit, je vous le rappelle, c'est La Voie sans maître. Donc l'idée, c'est ça. C'est de trouver en fait une posture entre le respect des modèles du passé, de la tradition, le Franquin qu'on respecte, on imite dans une certaine mesure, dans lequel on se fond en termes d'univers, et à la fois s'en affranchir pour créer quelque chose de nouveau. Et finalement, Tom et Jean-Louis, c'est des petits singes qui racontent et qui comprennent ce qu'ils racontent en fait. Et ça, c'est déjà ce qui arrive donc dans cette première histoire. Dans la deuxième histoire courte, qui apparaît là aussi très vite, c'est la même année, c'est en octobre, quelques mois après, on a une histoire qui s'appelle Gare aux clichés. Alors c'est une histoire d'espionnage industriel, on va dire. Là, le système auquel les Spirou et Fantasio sont confrontés, c'est un grand groupe d'agroalimentaires qui essaie de percer les secrets des recherches scientifiques de Champignac et de ses amis. Là, en l'occurrence, ses amis se sont donné rendez-vous 10 ans plus tôt pour se dire, voilà, on se retrouve à un moment donné quand on aura fait nos recherches et on compare un peu le résultat de nos recherches, sachant que ce qui vise, c'est de combattre la faim dans le monde. Donc là, le fruit de la recherche en question, c'est de combattre la faim dans le monde pour qu'on ait bien en quoi le système agroalimentaire industriel, il peut y trouver son intérêt. Et donc, le rendez-vous qui s'était donné, c'était à partir d'une photographie de groupe qui s'était faite ensemble. Et chacun, en fait, pour confirmer sa venue au rendez-vous, devait découper son propre portrait sur la photo et l'envoyer à Pacom. Une sorte de réponse cryptée à l'invitation à laquelle ils ont été conviés. Et Champignac est persuadé, en fait, que là-dedans, il y aura un imposteur. Il va y avoir quelqu'un qui va se faire passer pour un de ses amis, mais qui sera en fait un espion d'une industrie de l'agroalimentaire. Et donc voilà. Il y a dans ce récit quelque chose d'intéressant parce que la métaphore ou le discours il porte sur l'image, en fait, porte sur une photographie. C'est toujours très fécond en bande dessinée et au cinéma parce que à partir de là, on voit tout de suite qu'il y a une forme de mise en abîme. Et il y a un discours sur l'image à partir de là. Et d'autant que, en fait, la clé de l'énigme, elle est dans la photo de groupe qui a été prise à l'époque avec Champignac et ses camarades. Et alors que y a un miroir qui est tombé juste devant la photographie, Spirou se rend compte en fait que la photographie a été imprimée à l'envers, elle est en négatif. Donc ça lui révèle qu'un des personnages qui se faisait passer pour un gaucher, parce qu'il avait vu sur la photo que le personnage était gaucher,
est en réalité droitier. Je ne sais pas si vous me suivez. L'image a inversé la réalité, en fait. Et c'est assez fascinant parce que là-dedans, on peut y voir encore un discours sur le modèle et l'imitation, en quelque sorte. L'idée ici, c'est que l'espion de l'agroalimentaire, il s'est inspiré de l'image au pied de la lettre, en quelque sorte, du coup, en fait, il a mal interprété la réalité. Il l'a inversée. Il a fait quelque chose, en fait, de contraire à la réalité. Et peut-être que là aussi, on a une sorte de clé, d'une reprise réussie de Spirou. C'est pas d'imiter en fait l'image, comme si on voulait imiter la lettre de quelque chose, mais au contraire, on saisir la réalité, on saisir l'esprit, d'imiter l'esprit plutôt que la lettre. Voilà, c'est une histoire qui peut se lire comme ça, d'autant que le titre, Gare au cliché. Le mot cliché fait bien sûr référence au cliché photographique, mais il fait référence au cliché en tant que stéréotype. Ouais. Et peut-être que Spirou est devenu une sorte de cliché à ce moment-là. Il est devenu un stéréotype, et c'est l'erreur dans laquelle peut-être certains repreneurs comme Fournier quelquefois, ou comme Nick et Covin, sont tombés. Et avec cette petite histoire courte, Tom et Jean rient, c'est comme s'ils voulaient dire, nous, on va s'affranchir des clichés, justement. On va s'affranchir du modèle, de l'image iconique, fétichisée, dans laquelle la série allait tomber, pour réinventer autre chose et pour saisir une vraie réalité de l'essence de Spirou et Fantasio. Cette histoire de clichés, de stéréotypes, on la voit dès la première planche, quand Pacom et Spirou montent au grenier. Et ce grenier, c'est un grenier dans lequel il y a toutes les traces de toutes les aventures de la plupart, moi, des aventures de Spirou sous Franquin. On reconnaît plein de titres. Je vous laisserai aller voir la planche en question ou faire un zoom quand vous aurez le temps. Comme il y a des gens qui sont arrivés en retard, malheureusement, on est obligé d'aller trop. Mais voilà, en fait, cette histoire de clichés, de stéréotypes, d'univers fétichisé, qui a pris la poussière et qui est en train de moisir au grenier, c'est l'univers de Franquin, en fait. Et l'idée, c'est d'essayer de moderniser tout ça. Et c'est ce que Tom et Jean-Ry font déjà avec les deux premiers récits, et sans doute avec le troisième, qui s'appelle 6 mois plus tard, la menace, un récit potache, parce que quand on voit la première case comme ça, avec une ambiance un petit peu inquiétante, je vous dis pas le récitatif, mais il joue de tous les codes un petit peu du suspense lié au récit d'aventure. Et il s'avère que la menace, c'est ni plus ni moins qu'un tutoie qui va être livré et qu'il faut surtout pas rêver, parce que sinon ça va diffuser des mauvaises odeurs dans la maison, et un chien, le chien du voisin qu'on doit garder, et les deux ensemble, évidemment, c'est la catastrophe. Donc ici, c'est un récit qui délaisse l'aventure au profit de l'humour, et qui même parodie le récit d'aventure avec ce titre-là, La Menace. C'est une menace qui est dérisoire finalement par rapport à toutes les menaces auxquelles Spirou et Fantasio ont été confrontés. Et ça aussi, c'est une sorte d'alpha et d'oméga des aventures de Spirou chez Tom et Jean-Ry. C'est la place prépondérante que l'humour va prendre. Et qui va prendre de plus en plus de place jusqu'à ce qu'ils doivent, les deux auteurs, finalement, lui trouver une série à sa mesure, à la mesure de leur humour. C'est le Petit Spirou. Où là, on a une sorte de double face de Spirou janusien entre le Spirou aventure adulte et le Spirou comique qui est plutôt enfant. Alors ensuite, la même année en juin, commence la parution dans le journal de Spirou de la première aventure au long cours du tandem, c'est Virus. Alors c'est un récit qui est assez fascinant parce que c'est un récit qui est quand même très moderne. On voit bien ici que Tom et Jean-Ry, ils essaient de tirer la série vers quelque chose de plus dans l'air du temps. Alors certes, on est ancré dans une tradition, l'aventure elle commence à Champignac, on reconnaît des aventures, des personnages qui sont issus du passé, notamment un méchant qu'on a déjà croisé chez Franquin dans Repère de la Murène, etc. Et en même temps, voilà, il y a cette histoire de virus, d'armes bactériologiques
Toujours d'ailleurs le système, ici c'est un système, le système encore une fois militaire, hein, vu que c'est une arme, mais si c'est le système pharmaceutique, l'industrie pharmaceutique, hein, qu'il s'agit de combattre, un système capitaliste et meurtrier, on pourrait dire. Euh, et, euh, et puis cette hantise du virus, mais de la contamination, elle fait écho à pas mal de films américains des années 70, notamment les films, aux films de complot, aux films de paranoïa, ce genre de propos-là. Et ce qui est intéressant, c'est que la même année, un peu plus tard, juste après que le récit est fini d'être publié dans un livre de Spirou, il y a un film américain qui sort qui s'appelle The Thing de John Carpenter. Et on aurait pu croire que c'était Tom et Jean-Ry qui se soit inspiré de John Carpenter. Et c'est pas non plus l'inverse. Hein, je vous rassure, c'est pas de la télé. C'est sûr que Tom et Jean-Ry sont génies, il faut que je fasse un film là-dessus. Mais c'est le même univers. C'est voilà, une station de recherche au pôle sud cette fois-ci. Je crois que dans The Film, c'est plutôt au pôle nord. Mais bon, voilà, il y a cet environnement polaire, avec la neige, l'isolement, l'angoisse de la contamination, de but de devenir soi-même. Hein. Dans The Film, les personnages sont colonisés par une sorte d'hôte extraterrestre qui les transforme. Là, c'est pareil. Enfin, c'est pas pareil. C'est pas extraterrestre du tout. Ils sont pas transformés, mais en tout cas, ils sont privés de leur identité vu qu'ils deviennent un peu fous quelquefois et jusqu'à devenir complètement apathiques. Et peut-être que cette perte d'identité, d'ailleurs, elle fait écho à la peur du personnage Spirou dans son essence. Il perd son identité à chaque fois qu'on passe entre les mains d'auteurs différents. Voire même la peur de Tom et Jean-Ry qui perdent leur identité d'auteur à force de vouloir s'inscrire dans une série qui n'est pas la leur. Voire même, encore, voilà, la peur des lecteurs qui ont peur de ne pas justement retrouver leur Spirou. Mais c'est une réussite, c'est un accueil qui est quand même assez favorable parce que c'est un Spirou comme on ne l'a jamais vu. Hein. Déjà, on le voit sur la couverture, il porte une arme, les deux, Spirou et Fantasio. Enfin, tout ça montre bien qu'on se détache un petit peu des modèles un peu infantiles pour trouver quelque chose d'infiniment plus moderne. Tout cela est confirmé l'année suivante avec Aventure en Australie. Là aussi, recherche d'originalité parce que la destination australienne n'avait jamais été abordée dans la série auparavant. Et puis, là aussi, il y a de nouveau un système qu'il s'agit de combattre parce que ce sont des prospecteurs, hein, d'Opal en l'occurrence, des prospecteurs de pierres précieuses qui essaient de spolier les aborigènes. Donc le système c'est la prospection tout simplement, mais c'est aussi celui de la colonisation dont les aborigènes souffrent encore quelques siècles après que les Anglais aient mis le pied sur l'Australie. Et d'ailleurs, il y a tout un rapport avec la culture aborigène et avec le fait que les méchants prospecteurs, il y a des gentils prospecteurs, mais il y a aussi des méchants. Les méchants prospecteurs sont quand même relativement violents vis-à-vis des aborigènes et surtout vis-à-vis de leur culture. À un moment donné, il y a une scène qui est assez frappante où on les voit saccager une grotte sacrée. Donc il y a un côté sacrilège, il y a un côté destructeur de fétiches, en quelque sorte. Est-ce que, encore une fois, on ne peut pas y voir une sorte de métaphore de la Sébie en tant que culte fétichisé et qu'il faudrait surtout pas trop bousculer ou défigurer, etc. C'est intéressant en tout cas d'y réfléchir. Et de nouveau, voilà, enfin, quelque chose de beaucoup plus moderne et qui tranche d'ailleurs avec l'aventure précédente parce que l'aventure précédente elle était au pôle sud donc on était dans le cercle polaire. Là ici on est dans quelque chose de beaucoup plus chaud comme la couverture le sous-entend. Vous voyez il y a quand même la volonté chez Tom et Jean-Ry de ne pas s'asseoir sur des acquis, au contraire de toujours relancer la machine vers autre chose. Il n'abandonne pas pour autant les récits courts parce que en plein milieu de la parution de Virus, il y a un récit qui s'appelle Vilain faussaire qui est publié. Et c'est là aussi un récit dans lequel on retrouve cette dimension du fétiche, sauf que c'est plus des fétiches aborigènes. Ici, c'est le fétiche franquin lui-même dont il est question, parce qu'il est question ici d'un volume 5 des aventures de Gaston, pirate, parce qu'il n'a jamais existé, et qui d'un coup arrive sur le marché
Et donc c'est la folie, quoi. Hein. Donc l'histoire de faussaire, c'est une histoire de simulacre, c'est une histoire de double, c'est une histoire de contrefaçon. On voit bien, encore une fois, hein, comment Tom et Jean-Yves peuvent se situer là-dedans. Hein. Est-ce que eux-mêmes se considèrent pas d'une certaine façon comme des faussaires vis-à-vis de l'univers de Franquin, dans lequel ils doivent un petit peu s'inscrire, ou est-ce que justement c'est pas une critique des prédécesseurs, ou au contraire une sorte de pointage du doigt de ce qu'il ne faut pas faire. Mais en tout cas, il y a toujours cette hantise de la contrefaçon, voilà, soit du sacrilège, soit de la contrefaçon, soit du double, comme là dans cette séquence assez géniale où Spirou se rencontre lui-même et visiblement ça lui fait pas plaisir, quoi. Donc vous voyez, se reconnaître ailleurs qu'en soi-même, être confronté à un autre soi, l'angoisse du double, hein, du doppelganger, bah, c'est peut-être un petit peu le destin de Spirou en fait au fur et à mesure des aventures qu'il suit de décennie en décennie. En tout cas, c'est clair qu'ils sont conscients de ce qu'ils font, Tom et Jean. Hein, autant on peut m'accuser de délirer sur les aventures précédentes, autant là, il y a un message qui est très clair. Les voyants sont abîmés, quoi. Hein, on parle bien des aventures qui ont été créées par Franquin. On parle bien de Spirou en tant que personnage. Vous voyez qu'il fait face à une statuette, un peu comme les statuettes qu'on peut acheter quelquefois dans les marchands des librairies de bande dessinée. Et donc, il y a un discours aussi sur leur démarche et sur leur façon de se comporter vis-à-vis de ce personnage qui n'est pas le leur, mais qu'il faut bien s'approprier. Aventure longue suivante, c'est Qui arrêtera Cyanure, une aventure culte, hein, vu que ça naît Spirou et Fantasio face à un ennemi Némésis spectaculaire. Hein, c'est fou. Mais l'histoire comment dire, de désamorcer un petit peu le côté puritain qu'il peut y avoir encore dans la bande dessinée des années 80, du début des années 80. Évidemment, c'est pas vraiment une femme, c'est un robot. Ouf. Mais il n'empêche que voilà, il y a aussi une volonté de bousculer un peu les codes en intégrant un personnage féminin, qui plus est un personnage féminin plutôt sexy, quoi, comme on le voit dans la couverture. Le cadrage est quand même choisi à bon escient. Le côté système auquel Spirou et Fantasio se confrontent, c'est la dimension industrielle, encore une fois, la production industrielle, mais cette fois-ci robotique, parce que ça met face à face, en fait, deux systèmes de création. D'un côté, on a le bonhomme cathéter qui est un ancien gardien de gare, chef de gare, qui a du temps libre, bon, et qui peut s'adonner à sa passion, c'est la robotique. Il a créé un petit robot rigolo, mais ça suffit pas. Pour combler sa solitude, il va se façonner en nouveau Pygmalion une femme robot, dont les modèles, c'est plus ou moins un araignée, on voit des images, hein, c'est une pin-up, pas. Mais voilà, c'est la dimension de création artisanale, qui plus est avec amour, parce que malgré tout, c'est un objet d'amour qu'il est en train de créer là. Ouais. Tandis qu'à côté, la Roboc, c'est une usine de robots qui s'est implantée sacrilège juste à côté du château de Champignac. Vraiment, c'est épouvantable. Un truc énorme en plus qui défigure complètement le décor. Je vous laisse voir. Quand ils arrivent dans le village, c'est encore quelque chose d'idyllique. Il suffit d'une nuit pour qu'il y ait cette grosse usine de robots qui est poussée et qui concentre un petit peu toutes les angoisses liées à l'industrialisation, vous voyez, à la défiguration de la nature, du paysage, etc. Des choses qui ne sont pas nouvelles dans les années 80, parce que Franquin en parlait déjà dans les années 50. Hein. Mais là, c'est encore exacerbé, notamment par ce danger du rouleau qui met en péril l'humanité en quelque sorte. Là aussi, sans doute un sujet d'actualité. Il y a pas mal de films, je pense à Monde Ouest, hein, de Michael Crichton à 70 qui parlait de ce terrier robotique. Et puis, pas très loin de Qui arrêtera Cyanure, il y a Terminator, hein, qui va là aussi être sur ce terrain-là. C'est amusant parce que Tom et Jean-Yves sont quand même des auteurs qui ont saisi l'air du temps. Quand à un moment donné,
C'est pas qu'ils s'en sont inspirés, non, ils sont en même temps. C'est assez spectaculaire, quoi. Qu'est-ce qu'ils auraient fait à Hollywood, je sais pas. Mais c'est vraiment quand on dit que c'est quand on dit, il y a pas quand on dit que Dom et Jean ils ont saisi quelque chose des années 80, c'est vrai. Parce que en termes de pop culture, ils sont toujours au bon endroit au bon moment. Et puis aussi le mythe du robot, même si ça bouscule un petit peu les codes, parce que voilà, c'est une femme robot, en se plus est avec des attributs assez saillants. Ça a fait aussi référence à une des premières aventures de Franquin qui met en scène Spirou face à Radar le robot. Et d'ailleurs, on reconnaît un petit peu dans un des robots qu'affronte Spirou, donc qui arrêtera Cyanure, une sorte de réinterprétation de Radar. Hein, avec des environnements qui sont presque les mêmes. Hein. Spirou, dans les deux cas, va se réfugier dans une cahute, là, dans une cabane. Donc voilà, on bouscule les codes, mais en même temps, on s'inscrit dans une tradition en prolongeant finalement un imaginaire qui est connu des fanatiques de Franquin. Oui, pour le plaisir, hein, revoir un petit peu Cyanure dans sa tenue Marilyn, sa tenue Kid-Up. Hein. Par la suite, elle a une tenue de combat, hein, c'est un pantalon, tout simplement. Enfin, pas que, mais il y a le haut, et Fantasio, évidemment, hein, qui veut arrêter la furie de Cyanure qui est en train de tout casser dans le laboratoire du pauvre cathéter. Et quand elle se tourne vers lui, il lui dit « Ah, puis non, on n'a même pas été très invité. » Enfin, ouais, il y a cette dimension sur les deux registres sur la façon d'ébranler finalement les codes qui sont ceux des héros classiques de la franco-belge qui généralement n'ont pas de vie sentimentale et pas de désir non plus. Là, il y a une façon de mettre à l'épreuve quelque part le héros classique, hein, franco-belge. L'aventure suivante, c'est encore une histoire courte, l'incroyable Burp, et c'est une histoire de transformation, de mutation, c'est une sorte de réinvention du récit de Dr. Jekyll du Mr. Hyde. Hein, c'est Dupillon, vous savez, l'alcoolique notoire de Champignac qui avale par erreur une potion de Champignac et il se transforme en Mr. Hyde, mi-Hulk. Enfin, Hulk dialysoire, c'est qui s'appelle Burp. Mais c'est intéressant parce que dans cette idée de métamorphose, dans cette idée de transformation et de dédoublement quelque part, on a encore une sorte de thème, vous voyez, d'angoisse récurrente dans Tom et Jerry, Janvier, lié, autre double d'ailleurs. Hein. On va pas épiloguer là-dessus, mais c'est quand même des auteurs qui choisissent de s'appeler du monde un duo qui existe déjà, enfin en tout cas avec une proximité phonétique qui se passe de commentaires. Et là voilà, cette idée de transformation monstrueuse, vous voyez, c'est comme si il y avait encore cette conscience-là de la crainte qu'ils peuvent avoir de faire quelque chose qui serait contre nature en fait à l'idéal de la série Spirou et Fantasio, en tout cas vu depuis Franquin. Et puis il y a aussi une histoire de contrefaçon et puis une histoire de masque, hein, un peu comme il peut y en avoir dans Vilain Faussaire et auparavant, parce que au-delà de l'incroyable Burp qui est effectivement un type monstrueux, il y a des gens qui se font passer pour une équipe de télévision qui sont déguisés en monstres d'espace extraterrestres. Et en fait, c'est vraiment eux les monstres, évidemment, vu que ce sont des criminels, c'est des bandits qui veulent braquer la poste de Champignac. Donc vous voyez, il y a ce côté, encore une fois, de brouiller les pistes, de parler des dédoublements, de parler de l'illusion, du simulacre, de faux semblants, ce genre de choc. C'est quelque chose qui travaille visiblement l'univers de Tom et Jean. Ensuite, dernier duo d'albums classiques, on pourrait dire, dans la période Tom et Jean-Mi, c'est un diptyque absolument spectaculaire parce qu'il s'agit de voyages dans le temps. D'abord le Rejet de la comète en 1984 et 85, et puis le Réveil du Z en 85 et 86. C'est un diptyque, très clairement, parce que ça met en scène les mêmes personnages, notamment, en l'occurrence, le neveu du comte de Champignac qui a inventé une machine à voyager dans le temps. Dans le Rejet de la comète, ils vont dans le passé. Dans le Réveil du Z, ils vont dans le futur.
Comme ça, on a bouclé l'histoire, on peut passer à la suite. Les voyages dans le temps, ça c'est fait, on a fait toutes les potentialités. C'est marrant parce que, encore une fois, la façon dont le neveu de Champignac devient obsédé par la temporalité, par la manipulation du temps, etc., c'est parce qu'il reçoit une horloge sur la figure quand il est petit. Enfin, ça fait quand même penser à Retour vers le futur, quoi. Hein. Or, Retour vers le futur, ça sort la même année. Enfin, je veux dire, encore une fois, c'est pas l'un qui s'est inspiré de l'autre. Enfin, en l'occurrence, c'est pas tant des gens qui se inspiraient de Robert Zemeckis et son Spielberg. Il y a une sorte, voilà, une magie là comme ça où ils sont au bon moment, au bon endroit. Enfin, si, ils auraient dû être peut-être la leçon de ça aurait été mieux, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose de spectaculaire par rapport à ça. Il y a une volonté, encore une fois, de s'inscrire dans la pensée de l'époque, notamment parce que il y a un fond écologique. Hein, la raison pour laquelle le neveu de Champignac va dans le passé, c'est pour récupérer des espèces végétales qui sont complètement disparues de son époque. Donc, à cause de l'industrialisation, oui, il y a cet ennemi numéro 1, finalement, chez Spirou dans Tom et Jerry, c'est ça. C'est une sorte de le système industriel, le système capitaliste, et qu'on va retrouver d'ailleurs par la suite. Donc il va dans le passé pour récupérer finalement des graines hein, d'espèces végétales qui ont disparu. Alors aller dans le passé pour récupérer l'origine de quelque chose qui a disparu, de nouveau, on peut y voir la vocation de Tom et Jerry, qui vont puiser dans l'univers passé de la série de Franquin matière à renouveler leur imaginaire à eux. Il y a de nouveau question d'antimilitarisme avec un personnage qu'on reconnaît comme étant Monsieur Dupuis, tel qu'il est caricaturé dans le journal de Spirou à l'époque. Monsieur Dupuis étant ici une sorte de colonel, je ne sais plus si c'était un colonel. En tout cas, on l'appelle Grandin. C'est son code militaire. Vous voyez, le cigare à la main, à la bouche plutôt, les grosses lunettes. C'est vraiment Monsieur Dupuis tel qu'on représente habituellement. Et sauf que là, c'est pas un chef de journal, c'est pas un chef de maison d'édition, c'est un militaire. Peut-être que là aussi, il y a la visite critique qui est faite à l'égard du journal en tant que tel. En tout cas, voilà, le système militaire, il est bien présent. Quand ils arrivent dans le passé, notamment en Amérique latine, en Amérique du Sud, au XVIe, au XVIIe siècle, Spirou et Fantasio sont confrontés aux méfaits des conquistadors qui saccagent, qui martyrisent en quelque sorte les pauvres autochtones. Et puis, on voit aussi à un moment donné qu'ils sont confrontés à un interrogatoire un peu musclé, comme on pourrait l'imaginer dans l'Inquisition de l'époque. En fait, tous ces liens avec le passé, on pourrait aussi les transposer dans un passé beaucoup plus récent, qui est celui des années 50 et 60, qui est celui en fait de Spirou et Fantasio par Franquin, quoi, en fait. En tout cas, de cet univers-là, parce que le côté militaire, il a été abordé plein de fois par Franquin. L'industrialisation, pareil, mais on sait en quoi l'industrialisation post-Seconde Guerre mondiale a transformé le paysage, notamment en Belgique, mais en fait partout, quoi, dans le nord de la France aussi, par exemple, etc. Et quand on parle de colonisation, là, ici, par les conquistadors au XVIe siècle, ça a fait fatalement penser aussi à la colonisation dans les années fin du XXe siècle, quoi, notamment par la Belgique, par la France, avec cette mauvaise conscience qui commence à émerger dans les années 50, mais qui est très clairement acquise et comprise dans les années 80. Et puis, ce côté inquisition, ça pourrait faire penser aussi à la censure, les interdits auxquels était confronté le journal de Spirou à la grande époque, quoi, les 50, 70, etc. Donc, il y a peut-être aussi un commentaire, finalement. Le voyage dans le passé, il est très lointain, il joue de tous les codes de l'aventure, la jungle, etc. Mais en même temps, c'est peut-être un voyage dans le passé aussi, dans le passé du journal, avec tous les cadavres dans le placard, quoi, si vous voulez, qui reviennent à la surface. Dans le réveil du Z, c'est tout à fait autre chose. C'est une dystopie un peu à la Brasil de Terry Gilliam. En tout cas, c'est un monde kafkaïen très inquiétant. Très inquiétant parce que il y a une aliénation à tous les niveaux, notamment parce que le neveu, non, c'est le fils de Zorgub, maîtrise le temps. C'est-à-dire le temps n'existe plus.
Ils disent que les gens doivent faire au moment où ils doivent le faire. Donc il y a une sonnerie qui résonne, il est l'heure tiens, il est l'heure d'aller travailler, etc. Donc vous voyez, une sorte de totalitarisme contrôle la vie des gens en contrôlant leur temps, en fait. D'où, encore une fois, le rapport au temps, au voyage dans le temps, etc. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans les deux récits, que ce soit l'ombre du Z et l'orangé de la comète, c'est qu'on a un double de Douveau à chaque fois. On a un double Champignac, c'est le neveu de Paco, et on a un double de Zorbu, c'est le fils de Zorlu. Sauf que là, le fils de Zorbu, c'est un double grotesque, vu qu'il est tout petit. Et du coup, son orgueil démesuré est encore plus ridicule que chez son père, quoi. Alors, ce qui est intéressant en se projetant dans le futur, ça c'est un possible à l'écart de science-fiction, c'est qu'on s'interroge toujours aussi sur le présent en même temps. Et la façon dont Spirou et Fantasio sont couchés dans le futur, c'est que ils sont dans leur maison et quand ils sortent de leur maison, en fait, leur maison est toujours là, mais pas dans leur présent, mais dans le futur, et elle est exposée comme une sorte d'artefact du passé dans un musée qui recense un petit peu toutes les choses remarquables des temps passés. On reconnaît la fusée de Tintin, qui n'est pas mise en couleur parce que sinon Limassar, ce serait fasciste, il vit. Un morceau de la Statue de Liberté, ce genre de choses. Et la maison de Spirou et Fantasio, donc une maison pavillonnaire classique des années 80. C'est marqué nouveau. Hein. Ça vient de rentrer, c'est génial. C'est l'attraction phare. Et c'est marrant parce que là aussi il y a une réflexion en fait sur le devenir en fait de la série Spirou à partir de là. Le devenir de la série Spirou, ce qu'il est déjà en train de devenir au moment où Spirou et Fantasio sont mis en scène par Tom et Jean-Ry, c'est une pièce de musée. Vous voyez, c'est un truc qui est destiné à prendre la poussière. On ne doit surtout pas y toucher. C'est quelque chose qui est fétichisé, qui est mis sous globe, quoi. Ouais. Donc, encore une fois, hein, c'est cette dimension réflexive sur le devenir des héros, qu'est-ce qu'on fait avec ça, qu'est-ce qu'on fait finalement avec ce personnage qui est déjà vieillissant, en fait, dans les années 80. Tom et Jean-Ry, ils arrivent à en faire quelque chose, mais c'est peut-être les derniers, en tout cas parmi les derniers, à parvenir à en faire quelque chose de vraiment moderne. Et peut-être que cette modernité, elle tient en fait que justement, ils en sont purement conscients, vraiment conscients, qu'ils le mettent en scène et que c'est visiblement quelque chose qui les angoisse suffisamment pour que ça apparaisse constamment à l'arrière-plan, dans l'inconscient, quelque part, des aventures de Spirou et Fantasio. Et de nouveau, il est question du double, hein, un peu comme auparavant, parce que ils vont devoir affronter Spirou et Fantasio, deux hommes de la milice du mini-Zorglub, qui sont un peu plus entraînés que la moyenne, et il s'avère que quand ils enlèvent leur masque, c'est visiblement leur descendant. Alors, est-ce que c'est leur fils étant donné leur bisexuel, ce serait étonnant. Mais en tout cas, voilà, il y a une descendance qui ne ment pas. Et c'est intéressant, en fait, la filiation ici, encore une fois, elle se caractérise par la dégénérescence, par le fait que les enfants déçoivent les modèles du passé. Et encore une fois, voilà, la filiation de Tom et Jean-Ry par rapport aux auteurs qui l'ont précédé, notamment Franquin, elle est mise en scène aussi là, inévitablement, quoi. Et l'histoire se finit là-dessus. Enfin, ils reviennent dans le présent et ils sont un peu troublés parce que, comme dans l'aventure précédente, ils ne se rendent pas compte si c'est vraiment arrivé ou si c'est un rêve. Et là-dessus, il y a Champignac et Zorglub qui arrivent. Et Zorglub dit que oui, fréquente une jeune femme, qui tout vient sous tout rapport, etc. Et Fantasio, il dit ouais, à quoi bon, on va pas changer le cours du temps. Il s'en va complètement déclimer. Il y a une fin qui est extrêmement mélancolique et qui est très particulière en fait pour une série pour enfants de l'époque et qui est attachée au temps qui passe quoi, en fait et qui passe pas bien en fait. C'est ça le truc. L'album suivant, c'est Spirou à Fantasio. C'est un album culte parmi ceux qui l'ont connu à l'époque et même les suivants. Parce que c'est la première fois que les Spirou et Fantasio ils sont confrontés à un univers réaliste qui existe vraiment. Alors vous allez me dire Australie ça existe, etc. D'accord, mais Tom et Jean-Ry n'étaient pas allés en Australie.
Donc c'est une Australie qui est fantasmée finalement, c'est une Australie de western, hein, de Far West en quelque sorte. Tandis que là, Tom, il était le Red Down de New York, il est allé plusieurs fois. D'ailleurs, peu de temps avant, il a créé une série qui s'appelle Soda, avec Boirement qui va être reprise après avec Gazotti. Il y a un dernier Avatar là qui est sorti juste avant l'été. Une série absolument géniale qui se passe à New York, avec un New York qui est très incarné, un New York tel qu'on ne le voit pas en fait dans les séries de la bande dessinée franco-belge de l'époque, qu'on aurait plutôt tendance à voir chez les Daredevil de Marvel par exemple. Et ben là c'est pareil. Sox, il est mi-caricatural, mi-réaliste, mais quand même très réaliste. Il y a cette dimension où les personnages sont confrontés à un univers qui existe vraiment, une ville qui existe vraiment, c'est pas la Talombie, etc., des univers fictifs tels que Franquin en a inventé. Et donc voilà, les deux personnages sont confrontés à davantage de réalisme, une réalité qui est plus prégnante, qui est plus incarnée. Le système qui est visité, qui dit New York, dit l'Amérique, et qui dit l'Amérique, le raid américain, le capitalisme, etc. Et tout le début de l'album, c'est ça. C'est une longue caricature, une longue satire du raid américain et des turnovers du capitalisme, hein, où celui qui a été tout en bas devient tout en haut du jour au lendemain et inversement. Et il y a une dimension très cruelle dans la façon dont Tom et Jean-Louis mettent en scène ça. Ça rappelle un peu l'esprit de Conrad et Yann à la même époque ou un peu avant même. Hein, un humour très noir. Il est question du personnage qui se suicide. Alors, on les voit pas, hein, mais quand même. C'est pas quelque chose qu'on aurait vu dans les Spirou précédents. Donc voilà, le côté réalisme, on le voit aussi dans la façon dont les buildings, le décor, il est représenté de manière très spectaculaire. Hein. On n'est pas dans quelque chose qui est simplifié, comme on peut l'avoir dans d'autres bandes dessinées franco-belges de la même époque ou même avant, ou même après. Non, il y a vraiment une confrontation à un univers réaliste, réel, jusqu'au bout, quoi, qui est assumé jusqu'au bout. Et cette réalité, elle s'impose même aux personnages parce que pour la première fois, les personnages sont confrontés à des problèmes d'argent. Donc il n'y a rien dans le frigo. Ils n'arrivent pas à payer les factures, etc. Ils sont obligés d'accepter des reportages un peu fournis. Et ainsi de suite. Hein. Je n'aurais pas raconté l'histoire de l'album, mais ça n'a pas de sens. Mais vous voyez, ça aussi, ça fait bouger les lignes. Hein, c'est pas un Spirou et Fantasio fantasmé qui vivent, on ne sait pas trop comment, parce que Fantasio, certes, il est reporter, mais il n'écrit jamais, comme Tintin. Il est feignant, il n'écrit jamais, Tintin. Il faut arrêter, c'est un emploi fictif. C'est très clair. Et là, non, ouais, il faut travailler, parce que sinon, en fait, l'aventure, elle ne se poursuit plus. Ça, c'est intéressant, on va y en venir, parce que cette idée, elle est prolongée dans l'album suivant. Et puis, bon, pour le plaisir, hein, c'est une invention, enfin un apport considérable de Tom et Jean-Louis dans la série, c'est de costumer, d'habiller Spirou et Fantasio. Il n'y a plus le côté le groom invariablement en rouge, même s'il est rouge là aussi. Hein, il porte un col roulé blanc, par exemple, contrairement à son avatar chez Franquin. C'était intégralement la tenue du groom. Le costume de Fantasio aussi, il est reconnaissable, hein, sa veste, je sais pas. Là, à chaque fois, souvent, dans les aventures, il s'habille autrement. Et ça aussi, c'est très rafraîchissant. C'est ce qui participe sans doute au côté culte hein, de certains albums. Là, le fait de les voir en costume de mafioso, c'est magique. L'album suivant, La Fourse aux Trousses, en 98. Ils reprennent l'idée, en fait, précédente, vous voyez, de confronter le personnage avec plus de réalisme. Notamment dès le départ avec cette course-là que Spirou fait à travers les rues de la grande ville parce qu'il est en retard. Ça rappelle quelqu'un là. Il doit faire une conférence sur sa vie d'aventurier. On aurait voulu faire la mise en allée. En fait, tout était... C'est pour ça hein, que je suis arrivé en retard tout à l'heure. C'était pour finir sur la fosse aux trousses. Alors c'est marrant parce qu'il y a une mise en abîme parce que sa course à travers les rues de la ville, on la retrouve dans le film qui va projeter au conférencier. C'est exactement la même course, sauf que c'est plus dans l'asphalte et macadam, c'est dans la jungle, c'est plus vous voyez, un miroir qu'il s'agit de passer à travers en faisant tourner. C'est un singe qui se retrouve
complètement en l'air. Vous voyez, il tombe pas dans une bouche d'égout, mais dans une fosse, etc., etc. Et donc, comme quoi, finalement, la vie de Spirou, c'est une vie aventureuse, même quand il ne vit pas des aventures. Là, il fait un truc très simple. Il va faire une conférence sur, bah voilà, c'est ça ma vie, c'est ça ma vie d'explorateur, c'est ça ma vie de l'araudeur. Et c'est exactement la même chose. Et sauf que, quand les lumières se rallument, il s'aperçoit que dans la salle, il n'y a plus personne. Alors, Dieu merci, la mise en ligne me concernant s'arrête là. Mais il y a un truc intéressant là-dedans, évidemment. C'est l'idée, en fait, que le héros classique, on est à la fin des années 80, ben, il fait plus recette. Hein. La métaphore, elle est très claire. Il fait plus recette, il fait plus se déplacer les foules, donc il faut trouver autre chose pour prolonger l'aventure. Justement, en fait, la raison pour laquelle Spirou il est obligé de faire des conférences, c'est pour financer une exploration qu'il veut faire. Hein. Il veut retrouver la trace de 2 explorateurs qui ont disparu dans une région du monde inexplorée. Et ils n'ont pas les fonds nécessaires. Et donc, ils doivent aller chercher l'argent là où ils peuvent, c'est-à-dire là, en l'occurrence, en faisant des séries de conférences payantes, etc. Sauf que comme il n'y a personne et toutes les gens sont complètement saoulés, hein, en fait, ils ont peur, ils ont trop peur, les gens. Et du coup, ils préfèrent partir et ils préfèrent assister à d'autres spectacles, se divertir autrement. Et donc voilà, il est coincé en fait, Spirou. Il ne peut plus faire d'autres conférences, il n'y a plus personne qui veut venir. Comment il va réussir à faire son exploration, etc. Enfin, vous voyez, il y a les vraies préoccupations réelles d'un aventurier dans la vie de tous les jours qui sont mises en scène ici à travers cette mise en adieu. Et puis c'est rigolo parce que Spirou et Fantasio veulent partir à la recherche de 2 explorateurs qui ont disparu dans les années fin des années 30. Hein, c'est-à-dire au moment où Spirou et Fantasio étaient créés dans le journal de Spirou. Et puis ces 2 explorateurs disparus, c'est peut-être leur propre ombre. Vous voyez, c'est leur propre fantôme. L'image, l'idéal de Spirou et Fantasio qui a disparu quelque part. Il faut le retrouver, quoi. Sauf que, ben, justement, on est au cran mort parce que il n'y a plus de sous, on ne peut pas se payer le matériel, on ne peut pas se payer le déplacement, etc. L'aventure, en fait, ne peut plus continuer. Alors, qu'est-ce qui va sauver l'aventure ça va être l'humour, hein, en fait. Parce que il y a un des types qui a assisté à la conférence qui a été complètement chamboulé. En fait, il s'est évanoui dans la salle. On l'a oublié, il se réveille plus tard. Il dit, mais c'est génial, c'est eux qu'il faut que j'engage. Il va les retrouver pour financer leur exploration à la condition qu'ils prennent avec eux des malades d'une maladie incurable, c'est-à-dire un hoquet qui ne passe pas. Et donc le meilleur moyen de faire passer le hoquet, c'est évidemment de leur faire peur. Et donc ils doivent être les passagers clandestins de l'aventure, en quelque sorte, en étant soumis à un régime du spectaculaire suffisamment important pour que finalement le hockey leur passe, quoi. Hein. Bon, en fait, non, ils sont complètement sans compte de rien. Hein. Le hockey ne passe pas, sauf à la fin. Et donc, ils sont confrontés à une région d'Asie qui est imaginaire, hein, tout bouchant. Puis bon, à tout bouchant. Donc, une sorte de Tibet Népal, vous voyez, qui est sous la domination d'un puissant voisin asiatique. On peut supposer qu'on aura tous deviné. C'est une aventure très particulière, très crépusculaire, ne serait-ce que dans les couleurs qui sont utilisées dans l'album, qui sont ocre, sépia. On a l'impression que on est toujours à la tombée de la nuit. Ouais. Il y a beaucoup de violence, notamment la violence politique du régime oppressif. Elle est représentée de manière absolument crue. Et surtout, alors, malgré la présence des passagers clandestins, de l'humour, hein, l'humour qui permet à l'aventure finalement de se poursuivre, la fin de l'album est absolument cataclysmique parce que Spirou et Fantasio disparaissent dans un tourbillon et l'album se finit comme ça. Bon, on peut supposer hein, que comme dans le précédent album donc, qui est sorti dernièrement, La mort de Spirou, on va pas s'arrêter là, mais quand même quoi, c'est assez marquant. Et d'ailleurs les personnages qui souffraient du hockey, le hockey leur passe. Tellement là, ils sont choqués.
Donc, vous voyez, là aussi, il y a encore une réflexion sur l'aventure, le devenir de l'aventure. En fait, voilà, les aventuriers disparaissent, quoi. Et ils disparaissent où? Dans la vallée des bannis, sommet de la série, en tout cas de mon point de vue, telle qu'elle est mise en scène par Tom et Jean-Louis. Les deux personnages sont dans une sorte de monde hors du monde, hein, une région inexplorée que le monde ne soupçonne pas l'existence, absolument pas. On n'est pas loin des théories de la Terre creuse, etc. Sauf que là, c'est à ciel ouvert, hein, c'est une sorte de vallée, voilà, encavée, que personne n'avait découvert jusque-là, sauf les deux explorateurs précédents qui ont disparu. C'est là qu'ils ont disparu. Et là aussi, on a une sorte de... On a comme la volonté de Tom et Jean-Louis de pousser en fait les stéréotypes de l'aventure dans leur retranchement. Donc ils sont dans cette vallée-là qui pourrait être un décor à la Tarzan. Vous voyez, c'est la caricature du roman d'aventure, quoi. Cette jungle avec des créatures vraiment bizarroïdes, entre le monstre et la cocasserie, hein, mais le monstrueux l'emporte toujours sur la cocasserie parce qu'ils ont beau être ridicules, etc. Ils sont toujours très dangereux. Et notamment un moustique, quand il pique ses victimes, les rend fous. Deviennent fous d'agressivité. Et d'ailleurs, le peuple qui a vécu là, apparemment, ils se sont tous fait piquer par les moustiques parce qu'ils se sont entretués. Le truc, c'est que, évidemment, s'il y en a un des deux qui se fait piquer, il va devenir l'ennemi de l'autre. Hein. Et c'est ça qui va arriver. Donc c'est Fantasio qui se fait piquer et il devient fou. Et il y a une forme d'animosité qui apparaît comme s'il y avait une sorte de frustration qui allait être accumulée dans ces aventures classées. Vous savez, Fantasio, c'est un peu le sidekick, c'est le second rôle, quoi. C'est celui qui est le porteur d'humour. Hein. D'ailleurs, dans le début des aventures de Franquin, c'était celui qui était un inventeur un petit peu chouchou, gaffeur, etc. En fait, c'était Gaston, Fantasio, au départ. Et après, il se normalise au contact de Gaston, justement, qui doit l'encadrer. Mais finalement, c'est un second rôle qui s'en prend plus plein la figure, etc., etc. Et là, c'est comme si, en fait, cette idée du second rôle, elle réapparaissait, elle ressurgissait, et toute la frustration avec elle. Et donc, du coup, Fantasio s'en prend à son meilleur ami comme étant la cause de tous ses malheurs, en quelque sorte. Et on a un truc qui est traumatisant pour le jeune lecteur comme moi a découvert ça à la fin des années 80, c'est de voir une amitié qu'on croyait indéfectible être remise en question, quoi. On a beau se dire, ouais, mais c'est pas lui, il est pas lui-même, mais quand même. C'est un truc absolument fou. D'autant qu'après, voilà, le côté aventure et le fait que on a les souterrains démolis, enfin, c'est un cadeau, quoi. C'est un cadeau pour le jeune lecteur qui voit un concentré. C'est comme si on avait concentré tout Indiana Jones en un seul album. Voilà. Avec le fond de Skirougi, là aussi se déguise, entre guillemets. Bon, c'est un déguisement qui est peut-être un petit peu léger, mais quand même, avec ce bandeau rouge autour de la tête, tout de suite, pour les spectateurs, les jeunes spectateurs des années 80, ça évoque Rambo, ça évoque ce genre de choses. Vous voyez, ça devient un héros un peu badass, quoi, en fait, Spirou. Là où c'était un gentil garçon. D'ailleurs, ouais, il donne un coup de poing, un percute à Fantasio, ça rigole pas, quoi. Donc voilà, un truc vraiment fascinant, une sorte de sommet où l'aventure, elle est remise en question de nouveau parce que il y a une réflexion sur le devenir de l'aventure, sur le devenir des héros qui sont en duo, ouais, parce que on risque de ne pas en revenir, juste. On risque d'être enfermé dans ce système. Et là, le système auquel les héros sont confrontés, c'est pas un système capitaliste ou système bureaucratique ou agroalimentaire, ou tout ce que vous voulez. C'est le système du récit d'aventure lui-même. Ouais, ils sont confrontés à ça. Et l'idée, c'est de s'en sortir. Et qu'est-ce qui va leur permettre de s'en sortir? Bon, c'est finalement l'amitié qui triomphe de tout, hein, à défaut de l'amour. Avec des séquences absolument mémorables, hein, de cette main qui est tendue, qui se resserre, le flashback qui est mis en scène. Enfin, c'est des choses qui sont extrêmement inventives, absolument frappantes, et qui vont transfigurer totalement, hein,
la vision qu'on pouvait avoir des deux personnages. Quelque part, à partir de la vallée des bannis, il y a une sorte de point de non-retour qui a été franchi. Parce que même Spyro et Fantasio, enfin même Tom et Jerry, pardon, ils n'arriveront jamais à renouer avec cette dimension-là qui est totalement épique, qui réinvente totalement finalement League of Spyro et Fantasio. Ça ne veut pas dire que le reste des albums est moins bon. Il est juste pas à la hauteur de ce chef-d'œuvre qui est finalement de toute façon au-dessus du lot quoi qu'il en soit, quoi. L'album suivant, c'est Spyro à Moscou. C'est un peu le pendant de Spyro à New York, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire ils ont été à Moscou, Tom et Jerry, ils ont été photographiés tout Moscou. Donc c'est de nouveau renoué avec plus de réalité, plus de réalisme. Et puis c'est une critique du système. De l'autre côté, c'était un système américain, le Red America, qui était critiqué, qui était caricaturé. Là, c'est le système communiste avec son envers, la mafia russe et ce genre de choses. Et par la suite, tous les derniers albums, je ne développe pas mon diapo parce qu'il est trop... Mais tous les derniers albums sont des albums très crépusculaires. Il y a Vito Ladeven qui met en scène le mafieux de Spyro à New York, qui est un album, là aussi un album de la fin de l'aventure, quoi. Avec Fantasio qui est complètement déprimé pendant tout l'album parce que il s'est fait quitter par sa copine avant le début de l'album. John Dieu merci, assisté à rien. Il est déprimé quand il parle, il n'a plus les temps noirs. Et Spyro, il les réduit à la puissance de son côté, une bonne partie du récit. Il y a Vito Ladeven qui chloroforme et qui lui injecte des somnifères comme ça. Puis il passe son temps à dormir. C'est intéressant, quoi. C'est quand même culotté, quoi, de la part de personnages, enfin d'auteurs qui reprennent un personnage mythique, de faire dormir pendant un tiers, la moitié du récit, le personnage principal, quoi. Et à la fin, il rencontre un on-rounder avec qui il picole. Il va Spyro picole. Et puis ils se disent c'est fini pour nous, l'aventure c'est fini, les baroudeurs ça va partir au passé. Maintenant c'est les clowns c'est les clowns comme Fantasio qui ont de la vie. C'est l'humour qui a de la vie. Vous voyez, encore de nouveau on a cette idée là. Et après on a Luna Fatale qui met en scène très curieusement parce que l'idée c'est de mettre à l'épreuve justement le célibat de Spyro, en le faisant confronter avec un personnage féminin, chair en os, non plus un robot comme Cyanure, et voir comment il va réagir et comment il va succomber ou non à la tentation. Et c'est très curieux parce qu'en fait, il ne se passe rien. Il se passe littéralement rien. À aucun moment, Spyro n'est ébranlé par le charme de Luna Fatale. Pourtant, le mot était prometteur. Il y a un côté déceptif dans cet album qui est assez fascinant. C'est pas un grand album justement parce que on a l'impression d'avoir un remake de Spyro à New York, mais c'est cette dimension, voilà, on se dit tiens il va se passer quelque chose avec une fille. Ben non, il se passe rien parce qu'on peut rien faire en fait. Ils peuvent rien faire avec une fille, il y a un blocage et là aussi il y a un point de non-retour qui est atteint. Et le dernier album c'est un chef-d'œuvre dans le genre, c'est Machine qui rêve. On pourrait y consacrer une heure très facilement. C'est une réinvention de Spyro et Fantasio dans un style semi-réaliste. Et c'est assez génial parce que voilà, là aussi, on a l'impression qu'on veut pousser la série dans ses extrêmes limites. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'album de Tom et Jean après. Ils en commencent un, mais chez Spyro, on leur dit Spyro n'est plus notre priorité. Je comprends, vous lâchez l'affaire parce que Machine qui rêve a sans doute été beaucoup trop loin. Et Machine qui rêve, c'est un récit de double, c'est un récit de faux semblants, c'est un récit de désillusion aussi, et c'est un récit de robots. En fait, le personnage... je vais pas dire. Voilà. Les birets, ça me permettra de conclure plus rapidement. Mais c'est une fin extrêmement désenchantée où finalement, le héros que l'on suit, c'est pas le héros que l'on croit, c'est l'autre. Vous comprendrez quand vous lirez, si vous avez lu Machine qui rêve. Et ça permet de conclure aussi sur le devenir de Spyro dans l'absolu, que ce soit en 99, au moment où Machine qui rêve sort, ou aujourd'hui, avec tous les atermoiements que Dupuis et les autres, Dupuis, Pouvoir d'études, etc., peuvent ressentir sur qu'est-ce qu'on fait de Spyro aujourd'hui en 2023. En fait, la réponse, elle a été donnée par Tom et Jerry, déjà dans Machine qui rêve et dans toute
leur œuvre, il ne s'agit pas de faire Spirou, il s'agit toujours à chaque fois de faire un autre Spirou pour que chaque lecteur le reconnaisse au moment où il me lit. Il ne s'agit pas de le mettre dans le format ou de la phtaline, de continuer à faire vivre sous perfusion un Spirou arthritique qui appartient au passé. Non, il faut chercher à trouver son incarnation au présent. Et l'incarnation au présent du Spirou, c'est pas le Spirou qu'on a connu, c'est fatalement un autre Spirou. Donc on attend un autre Spirou avec impatience.